Bonjour. Alors, on a un petit. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez mon écran et est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon. Bonjour, bonjour, bonjour. Désolé pour ce petit retard au démarrage. C'est toujours un petit peu stressant et compliqué de tout faire fonctionner. Mais donc, on est parti, donc c'est parfait. Hello à tous. Donc aujourd'hui, finalement 15 jours après l'événement précédent, on continue dans cette lancée. On va essayer de faire en fait un webinaire tous les 15 jours. Toujours sur le même sujet, sécurisation des flux réseau Kubernetes, avec une profondeur qui va avancer. Le but, c'est évidemment d'aller bientôt sur les network policy, voir ce qu'on peut faire, les limitations, les problématiques. Aujourd'hui, le sujet, ça va être d'aller un peu plus loin et de reprendre tout ce qui va être CNI, BPF et de regarder en détail encore certains flux. Donc cette formation, vous le savez, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais donc j'interviens dans le cadre de la société Blue Trusty. On fait pas mal de formations sur ces sujets-là. Donc c'est un extrait, on va dire un extrait avec un focus particulier sur le réseau. Ce webinaire est un extrait. Voilà. Et l'ambition de cette série de webinaires, c'est de parler de tout ce qui est Cloud Native Network, des proxys et des services mesh. Évidemment, ça va venir petit à petit. L'avertissement assez classique. Il n'y a pas deux clusters Kubernetes qui se ressemblent, sauf si le lancement a été scripté. Donc, ce que je montre risque d'être probablement différent, même si vous vous mettez dans quasiment le même setup. Et il y a énormément d'options, de modifications que l'on peut apporter à un cluster. Donc, il faut toujours adapter ce dont je vais vous parler. Voilà. Donc, si on fait un résumé très rapide de l'épisode numéro 1, vous avez vu que j'ai mis le lien en replay, ça a pris pas mal de temps pour arriver, mais il est enfin là. On a vu que tous les flux à l'intérieur du cluster étaient autorisés. Et les flux, en fait, sur la frontière doivent être ouverts avec des node ports, des load balancers ou des ingress. On était arrêté à peu près là. On avait vu qu'il y avait des problématiques de NAT. Et donc, on va aller un peu plus loin sur ces sujets-là. Alors, on était resté sur le load balancer externe, qui est donc en fait un objet qui permet de faire rentrer du trafic, justement c'est le cas de dire, entrant, un TCP ou UDP, à l'intérieur du cluster pour finalement arroser un service, qui est en fait un service de type cluster IP, donc une VIP, et qui va load balancer sur des pods qui sont donc des containers qui ont chacun une adresse IP. Cette VIP, on l'avait vu, a une adresse IP qui ne change quasiment jamais, alors que les pods, eux, ont vocation à être détruits, créés assez régulièrement, et donc des adresses IP qui changent, une adresse IP qui est relativement invariante ici, et encore plus devant. Donc en fait, les couches d'abstraction sont bien faites, ce qui va surtout bouger, c'est en dessous, et ce qui va rester au-dessus va être relativement invariant. Donc là, on voit la définition d'un load balancer, donc c'est extrêmement simple finalement. C'est évidemment un objet natif de Kubernetes, on voit bien un type load balancer. Le sélecteur, on va voir ça juste après, mais c'est ce qui permet de savoir en fait quand le flux va rentrer, vers quel pod envoyer ce flux. C'est seulement les pods qui auront le label app égale nginx example dans cet exemple. Et on voit bien que le port qui est mis en fait en entrée, c'est le port 80, et ce flux-là va arriver sur le port 80 en dessous. En cloud, évidemment, tous les load balancers sont déjà intégrés. Si on est on-prem, il y a quelques possibilités. Il y a du F5, il y a du Melta LLB, il y en a encore d'autres. Enfin, c'est un peu plus compliqué, on va dire, qu'en cloud. En cloud, il suffit de cliquer et on a très rapidement le load balancer qui est fourni par l'opérateur de cloud. Donc là, justement, je peux vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai préparé un service. Vous pouvez le voir ici. Hop, voilà. J'ai préparé un service, vous le voyez. Donc, on voit, je l'ai appelé SVC Echo Server. Il a une adresse IP interne et il a une adresse IP externe. Cette adresse IP externe m'a été fournie par l'opérateur de cloud, qui est Azure, dans mon cas particulier. Et on voit qu'on publie sur le port 8080.
Et puis là, on voit qu'il y a un port un peu spécial, on va en parler juste après. Donc en fait, simplement, si on prend cette adresse IP-là, et sur le port 8080, et ben on va constater, c'est ce que je montre là, on va constater que l'application qui est derrière fonctionne bien, et celui qui vient se connecter sur le serveur web est vu comme ayant l'adresse IP 10.240.0.35. Mon adresse IP, évidemment, moi en tant que client, c'est pas du tout 10.240.35, hein, c'est quelque chose comme 77. Et donc ça veut dire que l'adresse IP, elle est perdue, en tous les cas dans ce setup-là de base, entre le client et le serveur web. Le serveur web, il a perdu malheureusement, en fait, quand le flux arrive, il est requêté avec une adresse IP qui est en fait l'adresse IP d'un des nœuds. Alors, si on regarde, vous voyez là, l'adresse IP qui est là, 10.240.0.35, si je me mets là, et je regarde mes nœuds, bah, vous voyez que c'est un des nœuds. Et en fait, si je faisais probablement plusieurs appels, bah, de temps en temps, j'arriverai ici, de temps en temps, j'arriverai là. Donc, ce dont on va parler dans les minutes qui viennent, c'est comment est-ce qu'on fait pour optimiser ça, pour améliorer ça, et notamment pour avoir la véritable adresse IP qui apparaît dans les logs de mon serveur web. Hop. Alors, juste pour un peu démystifier, hein, il y a un load balancer qui a été créé. J'ai fait des captures d'écran, mais c'est toujours mieux de le regarder en vrai. Hein. Il y a un load balancer qui a été créé par Kubernetes automatiquement quand je lui ai demandé de créer ce service. Et on le voit ici, il s'appelle Kubernetes, c'est même pas moi qui ai choisi ce nom-là, hein, c'est directement Azure. Hein. Et ce qu'on peut voir, on peut voir les règles. Voilà, donc là en fait on voit les deux nœuds sur lesquels le flux va être load balancé. On voit qu'il n'y a pas de règle NAT en 30. Et on voit les sondes d'intégrité qui sont ici, dont on va parler tout à l'heure. Je regarde juste ce qu'il y a d'autre à voir. On voit les deux nœuds, hein, c'est un cluster très simple avec seulement deux nœuds. Et la configuration d'IP, en fait, elle fournit l'adresse IP publique, elle est fournie par l'opérateur de cloud. Donc c'est ce qu'on voit là. Il y a tellement de choses à voir sur un portail Azure que j'ai fait des captures d'écran qui permettent de voir plus facilement. Donc justement, si on se balade un petit peu dans ces menus, hein, et en fait, si on va sur la règle de NAT, en fait, on se rend compte que si le flux arrive sur l'adresse IP publique, qui est là, vous voyez, 20.126.168.38, qui a été créé par l'opérateur de cloud, hein, c'est lui qui fournit ça, hein, c'est le travail du load balancer. Donc, Kubernetes demande à ce qu'il y ait une adresse IP publique qui soit créée, et c'est le travail du load balancer de la fournir, de la router sur Internet, en tout cas vers le réseau interne, pour qu'il rentre. Hein. Et vous voyez que le flux, donc il rentre sur le port 8080 et puis il va être envoyé sur le port 8080. Tout ça, cette règle, elle a été créée automatiquement. C'est l'interconnexion qu'il y a entre le cluster Kubernetes et le load balancer qui ont été intégrés là par l'opérateur de cloud, mais ça peut être on-prem, bien évidemment. Alors, regardons peut-être un petit peu ce qui se passe, hein, parce que c'est quand même assez étonnant. Hein. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je me suis connecté. Hop, je vais me connecter directement sur les nœuds. Hein. Là, je suis connecté sur le premier nœud. Là, je vais être connecté sur le second nœud. Voilà. Et là, je peux lancer assez facilement. Hein. Donc, je peux regarder mes adresses IP. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est l'adresse IP, évidemment, du nœud. On en avait parlé lors du dernier épisode. L'adresse IP qui est accrochée, en fait, au réseau externe. Et puis ça, c'est les virtual Ethernet, en fait, sur lesquels il y a les containers qui sont connectés. Donc, si je regarde tout simplement, je fais un TCP dump -n -i ETH0 sur TCP port 8080. Alors, j'ai une chance sur deux, on va voir si ça marche. Hein. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent. Mais si je relance la connexion sur le site web, voilà, bon, j'ai eu de la chance, je suis tombé au bon endroit. Hop, vous pouvez voir, hein, on va aller un peu loin. Hop, on peut aller voir ici. Hein. Et donc, ce que vous voyez, c'est mon flux, donc ma véritable adresse IP, hein, mon adresse IP de PC, qui vient se connecter sur le nœud. Et alors, c'est assez étonnant parce qu'en fait, là, le trafic, il n'a pas été modifié. Il n'y a eu aucune NAT. Alors que pourtant, le serveur web, lui, il voit qu'il y a eu des NAT. Donc, qui fait cette modification ? Cette modification, en fait, c'est une règle IP tables
qui est portée. Hein, donc, en fait, il n'y a qu'à aller la chercher. Hein. Hop. IP tables, moins grand L, moins T, NAT. Et je vais faire un grep sur l'adresse IP. Voilà, hein, vous voyez ici hein, que j'ai une règle en fait qui dit si tu vois arriver du flux vers 20.126.168.38 sur la destination, j'ai pas mis moins n, donc résultat j'ai la résolution. Non, je vais mettre ça, c'est mieux. Voilà. Donc on voit bien sur le port 80, en fait tu fais de la translation d'adresse. Hein. Alors si on veut voir exactement, il faudra aller fouiller un petit peu, hein, mais justement c'est pour ça, c'est ce que je vous montre ici en fait. Là on voit bien les flux qui arrivent, qui sont donc parfaitement non altérés lorsqu'ils arrivent au niveau du nœud. Le nœud, finalement, tous les nœuds portent cette adresse IP publique. En tous les cas, savent recevoir du trafic pour cette adresse IP publique et vont natter. Hein, c'est ce que vous voyez sur les, notamment à cet endroit-là. Ça va déclencher ici. Hein, donc là, il y a un lien vers une chaîne et vous voyez, la chaîne est là. Et ici, il y a du masquerading de la NAT. Et donc, c'est comme ça, hein, on en avait parlé lors du dernier épisode, c'est comme ça finalement que l'adresse IP source, elle est perdue, puisqu'en fait, elle va être remplacée par l'adresse IP du node. Et donc, elle va arriver sur le serveur web. Et donc, le serveur web, il a l'impression que c'est le node qui le requête, alors qu'en fait, évidemment, c'est une adresse IP externe qui, dans mon cas, est 77 quelque chose. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Ce qui est assez intéressant également, il y a plein de choses à dire, hein, j'essaie de le faire à peu près dans l'ordre, hein, c'est que si je regarde exactement comment est configuré le service, vous remarquez qu'ici, j'ai un port qui est ouvert. Enfin, j'ai un port qui est mentionné en tous les cas. Le port 32462. Alors, je pourrais aller regarder pareil dans les règles IP tables. Il y a une règle IP tables qui a dû être créée. 32462. Là, bah, vous voyez, hein, donc il y a typiquement une règle. Et cette règle-là, si on regardait à l'intérieur, c'est-à-dire s'il y a du flux qui rentre sur le port 32462, envoie-le au service. Et donc, on peut regarder, hein, parce que si je regarde l'adresse IP de mon nœud, hein, vous voyez, hein, donc, il y a une différence entre l'adresse IP publique du load balancer et l'adresse IP publique des nœuds, que je vais récupérer comme ça. N'importe quel nœud, hein, par exemple, cette adresse IP, moi je pense celle-là, tiens. Donc sur le port, on a dit 32462. Hein. Donc je viens là, je fais ça. 32462. Voilà. Et vous voyez, il y a un accès. Donc en fait, il y a deux accès qui ont finalement été montés par Kubernetes. La porte principale qui est le load balancer, qui est celui par lequel doit arriver le flux, et en même temps, un autre porte qui a été créé. Alors que je ne l'ai pas nécessairement demandé. Et donc, vous voyez l'impact en termes de sécurité. C'est-à-dire que si vos nœuds ne sont pas protégés, et qu'il y a quelqu'un qui vient scanner ces ports-là, hein, c'est la plage des ports au-dessus de 30 000, en fait, ils risquent d'avoir accès directement à des applications qui sont publiées par ailleurs sur un load balancer. Alors, par défaut, là j'ai pris l'opérateur Azure, hein, mais ça sera sur un autre, souvent, il y a un firewalling qui est mis en place et qu'on peut voir ici. Hein. Alors, je vais essayer de retrouver dans Azure où est-ce qu'on trouve ça. En fait, c'est dans les groupes de sécurité réseau, un Network Security Group. Vous voyez, si je clique là-dessus, hop, je vois les règles qui ont donc été appliquées par l'opérateur de cloud, non pas sur mes VM, mais directement au niveau réseau. Hein. Et vous voyez sur les règles de trafic entrantes. Tout ça, c'est des choses qui ont été faites directement, automatiquement par Kubernetes, notamment celle, vous voyez, qui a un nom trop bizarre. Ces deux règles-là, c'est des règles que j'ai créées moi-même. Hein. Donc, en fait, en faisant cette règle-là, je permets l'accès, en gros, en direct en node port sur les nœuds, ce qui n'est pas nécessairement une très bonne pratique de sécurité. Hein, on est bien d'accord. Mais donc, il y a un vrai sujet de sécurisation des nœuds et de vérification des portes d'entrée pour les applications. J'ai également ouvert le port SSH qui me permettent de directement me connecter sur les nœuds, comme vous avez pu le voir. Voilà. Donc, on peut regarder aussi autre chose, hein, et encore, si on va jusqu'au bout, hein, sur cette histoire de load balancer, c'est que si je regarde
Alors, hop, si je décris donc SVC, si je regarde mon load balancer qui est ici, voilà, et je fais un describe, SVC, hop. Voilà, hein. Donc là, vous voyez, hein, on voit bien l'adresse IP interne de la VIP, hein, du cluster IP, l'adresse IP publique externe, les ports, on en a parlé, le fameux node port, vous voyez, qui est très clairement explicité, et puis le endpoint. Là, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le seul pod, vous voyez, si je fais kubectl get pod -l, le seul pod dans ce namespace qui répond à ce sélecteur run égal eco-serveur, hein, qui a ce label, il n'y en a qu'un seul. Et donc, évidemment, voilà son adresse IP. Voilà. Son adresse IP, elle est là, et donc vous voyez qu'elle est reprise ici. Si demain je voulais changer, je dirais, bah non, mais en fait, je ne veux pas un seul pod derrière le service, j'en veux 3. Et bah, j'aurai évidemment 3 pods qui vont correspondre à ce label. Et donc, ici, il va y avoir des adresses IP qui vont se rajouter. Alors, je peux le montrer, hein, ça prend 2 secondes. Donc, c'est web démo. Voilà. Donc, ça, c'est la définition, hein. J'ai mis tout ça sur un GitHub, hein, que j'ai partagé lors du premier épisode, ce que je ferai aussi tout à l'heure. Là, je mets normalement le nombre de réplicas. Donc là, il y a un seul pod qui est derrière, en fait, qui fait office de service. Et donc là, j'en mets par exemple 3. Hein. Ah, j'applique ce nouveau YAML. Hein. Donc Kubernetes va dire, bah, le service, la définition du service a changé. Bizarre. Et il l'applique. Et donc, si je regarde maintenant les pods, voilà, ils ont démarré très très rapidement. Hein. C'est assez étonnant. Une petite image, hein, évidemment, c'est une image de test, hein, qui va assez vite. Et si je regarde le service a dû être mis à jour. Voilà. Et vous voyez, le service a été mis à jour avec toutes les adresses IP des pods qui délivrent ce service. OK. Donc, c'est ce que je voulais montrer là. Alors, il y a un problématique de cinématique de flux, hein, c'est-à-dire qu'en fait, le load balancer qui est devant, load balance sur les nœuds. Là, par exemple, dans mon cas, en ce moment, j'ai 3 pods. Donc, il y a peut-être 2 pods d'un côté, un pod de l'autre. Et ce qui se passe, c'est que le flux va rentrer sur un des nœuds qui a été choisi par le load balancer, quelque part au hasard. Si le pod de destination est local, bah, c'est le pod local qui va être servi. Sinon, il va falloir faire une sorte de rebondir pour aller sur l'autre node et ici, aller faire la requête et ensuite revenir en arrière sur le node d'origine. Et donc, c'est pour ça en fait qu'on perd l'adresse IP source, parce qu'en fait, on veut être sûr que celui qui fait, vu du node qui porte le service, on veut être sûr que celui qui fait la requête, c'est le node d'entrée qui est ici. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on remplace l'adresse IP source et on met l'adresse IP du node d'entrée. Voilà. Alors, on peut évidemment améliorer ça, et c'est ce que je me propose de vous montrer dans les minutes qui viennent. Alors, petite amélioration, c'est que on pourrait très bien dire à Kubernetes, bah, finalement, il y a très peu de pods, et donc n'envoie le flux que sur les nœuds sur lesquels il y a des pods. Hein. Et donc ça, c'est avec cette annotation, hein, external traffic policy. Alors, je vais vous faire la démonstration. Je vais revenir en fait à un seul pod, ça sera plus simple. Voilà, hop, je vais remettre. Hop, pareil, et j'applique. Voilà. Donc là, je revérifie que mon service, voilà, je n'ai plus qu'une seule adresse IP. D'accord? Et donc, vous avez bien compris, hein, que le seul, enfin, il y a un seul, si je regarde, voilà. Si je regarde le pod qui sert la page, en fait, hein, il n'est que sur une seule machine. Or, mon load balancer externe, lui, il ne sait pas que ce pod, il est seulement sur cette machine-là. Donc, en fait, il va
envoyer une connexion sur un premier nœud, une autre connexion sur le deuxième nœud, premier nœud. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je sois capable de remonter cette information au load balancer en disant non, mais le pod là que tu vas aller voir, de toute façon, il n'est disponible que sur le nœud 0. Donc n'envoie rien sur le nœud 1, envoie tout sur le nœud 0. Et donc ça, c'est possible, hein, c'est assez magique. C'est possible en simplement spécifiant dans la description du service la notation qui s'appelle External Traffic Policy Local. Par défaut, hein, c'est cluster en fait, hein, mais quand on ne met rien, c'est cluster. Mais là, en mettant local, et on va voir comment ça fonctionne. Hop, je vais l'appliquer. Donc on voit bien que c'est uniquement le service qui a changé. Le déploiement est resté inchangé. Et là, le flux va toujours arriver vers l'unique node qui est en fait vers le node 0. Et donc on peut constater ici, là vous voyez, c'était la page que j'avais avant. Voilà. Donc là, si je fais un refresh de nouveau, ça prend du temps à arriver. La démonstration. Hop, je vais peut-être le faire en ligne de commande, ce sera peut-être mieux. Non, ça prend du temps à se mettre à jour. En fait, il y a une reconfiguration de load balancer qui a lieu. Et donc, voilà, ça va prendre quelques instants. Bon, c'est toujours pas arrivé, mais c'est pas grave. Mais ce que je peux, on va le tester dans 2 secondes, hein, on peut quand même constater, lorsqu'on va dans la description, ici, hein, vous voyez que l'external traffic policy, elle a basculé en local. Tout à l'heure, en cluster. Et en fait, par rapport à tout à l'heure, il y a un champ qui est apparu. Il n'est pas encore mis à jour, en fait. C'est ça, en fait. C'est le champ qui est apparu, en fait, c'est celui-là. C'est health check node port. C'est-à-dire que par quelle magie le load balancer qui est externe sait sur quel node envoyer les paquets. C'est-à-dire qu'en fait, chaque node va publier l'information pour expliquer s'il porte le pod de un des pods de destination. Et cette publication, elle va se faire sur le port 32241 dans ce cas-là. Dans mon cas, je regarde si c'est mis à jour. Je ne le vois pas. Ou alors, c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que le local, je l'ai mis en majuscule. Je ne pense pas que ça soit ça, mais... J'ai les captures d'écran, ce qui me permet de toute façon d'en sortir. Non. Ouais, j'ai un deleting load balancer, donc il est en train de se reconfigurer, en fait, je pense. Bon, c'est pas grave. J'avance, on va arriver après. Hein. Et donc, ce que je disais, c'est que chaque nœud, en fait, là, dans ce cas-là, va publier, donc sur le port, dans ce cas-là, un port dynamique 32241, les informations. Hein, et c'est un port qui va apparaître également au niveau de l'opérateur de cloud. Hein, vous voyez, dans le load balancer, tout ça, c'est automatique. Enfin, c'est dynamique, on va dire. Et il y a le port 32241 qui va arriver. Le service est... est-ce que j'aurais fait une erreur? On me dit dans les questions, le service est de type node port et pas load balancing. On est bien d'accord, c'est une énorme erreur, effectivement. J'ai pas dû... Merci. J'ai réussi à me tromper. Voilà, hop. Je l'applique. Alors là, ça doit être le local, il doit être bien en majuscule. C'est passé. Merci Baptiste pour cette précision. Voilà, c'est bon. Vous voyez, le external traffic policy, il est bien passé en local et le health check, il est bien arrivé là. Hein. On le retrouverait de toute façon dans l'opérateur de cloud, hein, puisqu'en fait, si je vais ici, hein, en fait, si je retombe là, ici, je vais sur mon cluster, sur mon load balancer Kubernetes,
et je vais sur la traduction française de health check. Et vous voyez, les ports, ils sont là. Vous voyez, c'est 31 889. Et vous voyez, on peut faire une requête là-dessus. Alors, faisons-le, hein, 31 889. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux aller directement. Alors, là, par exemple, je me mets sur un des nœuds. La connexion est sautée. Et donc là, vous voyez, sur un des nœuds, je fais une requête vers HTTP 127.0.0. C'est 31 889, je crois. Voilà. Donc vous voyez que ce nœud-là, hein, j'ai fait 127.0.0.1, en gros, il dit, oui, effectivement, moi, j'ai bien au moins un pod pour ce service-là. Et donc, ça veut dire que si je vais sur l'autre nœud, puisque j'ai qu'un pod en tout, je me suis débrouillé pour n'avoir qu'un pod. Voilà, là, j'en ai 0. Donc, c'est comme ça que finalement, les nœuds annoncent, enfin, publient en tous les cas, le fait qu'ils portent des pods pour le service dont on parle, au load balancer. Alors, on pourrait même aller un peu plus loin, hein, parce qu'en fait, si on regarde, si on se met en verbose, hein, juste pour regarder le code erreur qui est retourné, vous voyez que le code erreur qui est retourné, c'est un 503. Donc en fait, c'est un health check, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est un health check assez classique pour un load balancer. Le balancer, il requête un back-end, il reçoit un 503, il sait que le service n'est pas available. Donc il va arrêter d'envoyer du flux sur cette adresse IP. Et de l'autre côté, bien sûr, si je regarde, il y a un code 200 qui est renvoyé. C'est vraiment des mécanismes hyper classiques du réseau et du load balancing. Vous voyez, là, j'ai bien un 200 qui est renvoyé. Donc, mon application, alors, vu que j'avais fait une erreur, je pense que mon adresse IP, elle a dû changer. Hein. Ça peut plus être la même. C'est celle-là. Est-ce que c'est toujours la même ou pas 80. Ouais, non, c'est une autre, je crois. Voilà. Donc là, mon application, elle est de nouveau disponible. Et vous pouvez remarquer quelque chose de très intéressant, c'est que tout d'un coup, ma véritable adresse IP apparaît. Pourquoi? Parce que la NAT avec l'adresse IP du node n'est plus nécessaire, puisqu'en fait, on sait qu'on va arriver directement sur un nœud qui possède un des pods qu'on recherche. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Hein. Je vais parler dans 2 secondes des inconvénients, mais l'avantage, c'est que dans ce cas-là, cette technique nous permet de préserver l'adresse IP source des clients externes lorsqu'ils requêtent les services qui tournent à l'intérieur du cluster Kubernetes. Voilà, c'était ce que je voulais montrer. Alors, il y a un inconvénient, hein, c'est que il manque un peu de granularité. Hein. Par exemple, si sur un nœud, j'avais 3 pods, sur un autre nœud, j'ai un pod, pour le load balancer, il va envoyer 50-50. Hein. C'est-à-dire que l'information qui remonte, c'est juste est-ce qu'il y a un pod qui nous intéresse et pas combien y a-t-il vraiment de pods qui nous intéressent. Enfin, là, elle est bien remontée, l'information, mais le load balancer, lui, en face, il n'est pas capable, ou en tous les cas, l'implémentation n'est pas mise en place pour load balancer de façon un peu plus intelligemment, en tous les cas, mettre le curseur pour véritablement load balancer de façon appropriée suivant le nombre de pods qui sont portés par le nœud en question. En gros, c'est tout ou rien. Voilà, c'est suivant chaque nœud. Donc ça, c'est une première amélioration. Donc maintenant, on arrive en fait aux problématiques un petit peu de CNI. Hein, donc le CNI, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, hein, c'est Container Network Interface. Hein, et donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas complètement porté, enfin qui n'est pas porté par Kubernetes. Il y a des fournisseurs externes, la plupart du temps open source, la plupart du temps avec des sociétés commerciales derrière, qui fournissent des plugins pour traiter les flux de manière optimisée, pour apporter de la sécurité, même si c'est en partie standardisé, pour apporter de la performance, pour apporter du chiffrement. Enfin, voilà, tout un tas de fonctionnalités. Hein, donc ces CNI, en gros, ces plugins réseau, qu'est-ce qu'on va leur demander? On leur demande 3 choses. 1, de fournir une adresse IP. Donc ça, vous voyez tout de suite que c'est plutôt la couche qui est sous-jacente, qui est en dessous, c'est l'opérateur cloud ou on-prem qui fournit
les adresses IP au pod qui fait l'IPAM. Le routage, bah, effectivement, il faut router les paquets. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur le... Vous voyez, juste pour vous montrer, si je me mets sur un des nœuds, si je fais IPA, en fait, on voit, si je fais route-n, ce sera plus clair. Voilà, sur un des nœuds, en fait, vous voyez, les pods sont là. Et en fait, les pods sont dans cette implémentation bien spécifique. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans cette implémentation bien spécifique, en fait, vous voyez que chaque container est dans un /32. En fait. Et donc, Linux, en gros, fait du routage. En fait, pour passer d'un container à un autre ou pour aller sur la sortie de l'ETH0, en fait, il y a un minimum du routage. Et dans certains cas, de la NAT. Donc, cette partie-là, pas mal les composants Linux savent le faire et les opérateurs cloud sont probablement les plus à même de faire ça. Et donc, ce qui en général va faire la différence, c'est le filtrage des paquets. C'est là où, en fait, finalement, les network policy, on verra en détail lors du prochain épisode, c'est là où les plugins CNI vont briller en apportant des fonctionnalités souvent au-delà du standard. On aura le temps d'en parler. Et donc, c'est pour ça, alors, il y a sur la CNCF, vous devez reconnaître là, tous les plugins qui sont plus ou moins dans le cadre de la CNCF, Cloud Native Computing Foundation. Vous en reconnaissez probablement plein, mais vous voyez que c'est un mix en fait. Si je prends l'exemple là, donc GKE Google, Azure, EKS c'est Elastic, enfin Elastic Kubernetes Service, donc c'est Amazon en fait, AWS. Vous voyez que par exemple, là dans ce setup là, c'est Calico qui va faire le filtrage de paquets. L'IPAM va être, vous voyez, fourni soit en local, soit par Azure, soit par AWS. Et puis ça, c'est la partie routage, en fait. Routage switching. Vous voyez, là, par exemple, en ce moment, là, je suis chez Azure, donc en gros, je suis dans ce setup-là. Donc le CNI, c'est Azure qui l'apporte. Et le filtrage, ça pourrait être Calico. Je vous parle beaucoup de cloud, mais il y a évidemment énormément de on-prem. Si je prends l'exemple chez Tanzu, qui est l'offre, en gros, Kubernetes de chez VMware, vous voyez qu'il y a le choix. Et suivant que vous souhaitez... le moteur qui va être derrière le node port, le cluster IP, le load balancer, la connectivité, vous voyez, vous allez avoir le choix. Donc Entrea, qui est la solution de VMware, open source qui grosso modo pilote Open vSwitch, OVS. Ou alors, là c'est un exemple, c'est Calico. Donc en fait, c'est pour ça que vous voyez encore plus que on peut faire énormément de combinatoires pour le même type de fournisseur, qui dans ce cas-là serait VMware. J'ai également l'exemple avec Red Hat OpenShift, qui est également un autre acteur important du Kubernetes on-prem. Et vous voyez qu'il est capable de gérer, en tout cas, ça c'est ceux qui sont certifiés. Cisco, Isovalent, Tigera ou VMware, vous voyez, sont certifiés pour fonctionner avec Red Hat OpenShift. Bon, même si évidemment il y a des plugins qui sont préférés en général par les auditeurs. Alors, souvent, dans le cloud, on ne vous laisse pas le choix, mais il existe certains opérateurs cloud. Là, c'est par exemple Scaleware, qui est un opérateur français relativement connu de cloud public, fournit lors de la création le choix entre les CNI. Vous voyez, Cilium, Calico, Weave, Weave, on ne dit pas Weave, ou Flanel. Flanel, c'était le CNI initial qui a été créé par CoreOS, ensuite racheté par Red Hat, qui fournit juste de la connectivité et pas de filtrage. Donc, c'est pour ça que Flanel est quasiment plus utilisé. On est plutôt sur les trois du dessus. Alors, justement, comment choisir? Finalement, ils vont tous, normalement, en théorie, ils sont tous capables d'apporter les mêmes niveaux de fonctionnalité standard. On peut prendre plusieurs métriques pour choisir. Il y a par exemple la performance, qui peut en être une. Et donc, vous voyez, on retrouve les CNI dont je vous ai parlé, les CNI plugins. Entrea, donc en gros VMware. Calico, la société derrière, c'est Tigera. Canal, c'est en gros le couplage de Flanel et de Calico. Cilium, c'est la société Isovalent qui est derrière. Flanel, donc je vous ai dit, c'était CoreOS, mais bon, c'est plus ou moins abandonné. Et puis, on en a d'autres. Et Weave qui propose principalement du chiffrement. Donc là, vous voyez en fait les performances lors des flux pod à pod, pod à service.
Et puis éventuellement les security features. Donc vous voyez que tout ce qui est classique le fournissent, et puis on en a d'autres. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Voilà. Alors ce tableau, ouais, voilà. Alors voilà, Sébastien dit trop bien ce tableau. Effectivement, il est fait par un Français. Hein, c'est un article en anglais, mais de mémoire, hein, je crois qu'il est fait par un Français. Voilà. Je vous incite peut-être à revérifier hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ces valeurs-là. Mais en tout cas, il montre les CNI les plus connus, les CNI plugins les plus connus et les plus utilisés. Alors, il montre également hein, les performances. Hein, c'est assez intéressant parce que, évidemment, ça consomme de la CPU, ça consomme de la RAM hein, sur des choses de base hein, qui sont juste en gros, du load balancing interne, du filtrage. Donc, c'est vraiment quelque chose de relativement simple. Et donc, vous pouvez choisir, vous voyez, votre CNI plugin en vous basant sur ces graphes, ces ABAC. Alors, c'est à 3 dimensions, en fait, hein, parce que vous voyez, par exemple, j'en sais rien, moi, si on prend Calico MTU qui est là, hein, vous voyez, vous êtes en gros à 6% de CPU, à peu près 600 MB de RAM, c'est pas rien, ça consomme quand même. Et puis, vous voyez que vous êtes en vert, hein, donc ça veut dire que vous êtes au-dessus de quasiment 10 gigas, quoi. Vous êtes quasiment à 10 gigas. Voilà, 3 dimensions, hein. RAM, CPU et vitesse atteinte. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des différences de performance parce qu'en fait, tout le monde ne fait pas la même chose. De base, dans un cluster, en fait, tout est piloté par des règles IP tables. Et en fait, il y a des possibilités de faire beaucoup mieux. Ça, c'est un graphe assez connu hein, en gros, du traitement des paquets sur un stack Linux. Et en fait, si on fait de l'IP tables, bah, grosso modo, on va rentrer dans le milieu. Et des fois, on veut juste faire une modification très simple, changer une adresse IP destination. Donc, par exemple, enlever l'adresse IP du cluster IP et mettre à la place juste la destination du pod. Ou bloquer le paquet, tout simplement. Ou rediriger le paquet. Par exemple, un paquet arrive et en fait, il n'est pas pour notre node, il faut qu'il soit envoyé sur un autre node. Bah là, on va être obligé de remonter là-dedans, d'avoir une réécriture et de redescendre. Et il y a des nouveautés qui sont arrivées depuis quelques années, hein, c'est le XDP, c'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de traitement qui est réalisé avant toute la pile réseau, avant tout le kernel, qui est réalisé directement au niveau du driver. Et ça, c'est donc cet ajout de fonctionnalité dans Linux, qui s'appelle XDP Express Data Pass, qui permet même de descendre un petit bout de code, on verra, BPF, évidemment, Berkeley Packet Filter, et en fait de faire tourner un bout de code ici de façon préalable au traitement par le kernel. Et donc, si finalement ce que vous devez faire, c'est dropper le paquet, bah, autant le dropper tout de suite et vous allez gagner énormément de performance. Si c'est envoyer le paquet ailleurs, bah, directement le rediriger. Donc, tout l'enjeu va être, pour ces CNI, la plupart du temps, de compiler plus ou moins à la volée des règles, de les descendre ici et de les faire exécuter là. Et donc, en fait, de complètement bypasser les IP tables pour des raisons de performance. En fait. Alors, performance, c'est pas nécessairement que c'est plus rapide, c'est surtout qu'il y a énormément de code dans la pile TCP/IP Linux, et là, on veut court-circuiter, en fait, aller au plus vite. Donc, XDP, c'est intégré au noyau Linux récent. Hein, vous voyez, là, pour info, je l'ai, hein, évidemment, sur les machines sur les nœuds qui sont là. Hein, c'est pourtant un Ubuntu 18.04, fourni par Azure. Hein, dans mon cas, je n'ai pas vraiment le choix. Mais si on regarde le kernel, hein, ce n'est pas nécessairement un kernel hyper récent. Hein. Bon, 5.4, c'est pas mal, mais il y a mieux. Hein. Y a mieux. Mais évidemment, bon, voilà, il faut quand même il faut travailler un petit peu sur le nœud. Hein. Tous les nœuds ne sont pas éligibles à ce genre d'amélioration. Et donc, les traitements qui ont lieu directement en XDP, c'est lire les paquets. Donc, par exemple, on pourrait faire de la capture de paquets, modifier le paquet, vous avez compris, enlever une adresse IP destination, par exemple la cluster IP, hop, on l'enlève, et à la place, on met l'adresse IP du pod, et on l'envoie. Faire des drops, des redirects. Redirect, c'est envoyer, en fait, on rejette le paquet directement, on le renvoie sur la carte réseau ailleurs. Hein, donc, typiquement, bah, voilà, quand on va faire tout ce qu'ils appellent air pinning en anglais, hein, le paquet vient, il repart, et bah, on va pouvoir utiliser le redirect, par exemple.
Et le pass, c'est le paquet, en fait, on le transmet à la pile réseau Linux classique qui va faire éventuellement des traitements un peu plus avancés. Donc, pas besoin de matériel spécialisé, pas de bypass nécessairement du kernel. Ça ne remplace pas la pile, c'est vraiment complémentaire. Et c'est ce que je disais précédemment. Les gains en vitesse, c'est surtout que on traverse en fait un tout petit bout de code au lieu d'aller directement dans le kernel. C'est surtout là où on gagne du temps. Alors, voilà exactement ce que je vous expliquais. Voilà, le paquet arrive ici. En gros, on va être capable de charger un programme au niveau du driver, en fait, avant la pile réseau. Et le traitement va être là. Drop, receive ou forward. Et donc, éventuellement, dans certains cas, on va être envoyé de nouveau vers la pile Linux classique, ou sinon, on va partir ou on va être droppé. Les outils d'observabilité qui sont ici, dans certains cas, ne verront jamais les paquets, puisque par exemple, le paquet peut être directement traité ici, droppé, renvoyé, modifié. Et donc, ce qu'on voit ici n'est plus tout à fait ce qui arrivait sur le fil. Le fil, il est en bas. Donc, on verra qu'il nous faut évidemment des outils spécifiques pour pouvoir débugger ça. Ce diagramme montre pareil, mais il met plus en lumière, en fait, le fait que les programmes, là, ces programmes BPF, en fait, vont être descendus, en fait, c'est des programmes assez simples, hein, c'est de la compilation, c'est si tel paquet a telle adresse IP destination, faire ceci, hein, c'est ça. Hein. Et qui fait référence, en fait, à une map, en fait, c'est un jeu de données. Hein. Et donc, ces programmes-là vont être plus ou moins compilés à la demande. Dès qu'il y a des modifications dans le cluster, vont être compilés par les CNI et vont être descendus ici, en entrée et en sortie des nœuds. Donc, c'est une reconfiguration en permanence de ce code qui est là, qui est fourni par BPF. Donc, en fait, il nous faut à la fois XDP pour implémenter le chemin et BPF pour avoir les descentes de traitement qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est le chemin classique hein, de traitement d'un paquet sur un kernel Linux. Hein, et vous voyez que donc, on passe par tout ce chemin-là. Hein. Donc, on passe à la fois par la pile, normalement, si on ne fait pas de BPF, on passe par la pile réseau classique du host, et ensuite, on rentre dans le container. La pile du container, on va la garder. Il se trouve dans certains cas, quand on fera du Istio, hein, ici, il y a des modifications qui sont apportées. Hein. En fait, je dis le container, mais en fait, c'est le pod. Hein. Donc ça, en fait, ça, dans certains cas, notamment quand on fera du sidecar, on va continuer à garder ça et potentiellement, on va le modifier. Mais là où on va travailler, c'est surtout en dessous. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est d'abord l'impact, le nombre de règles IP tables qu'il peut y avoir sur le nœud. Alors, pour ça, on va le faire simplement. Hop. Donc là, si je compte le nom de... Alors, je le fais comme ça, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Ça, c'est juste les règles de NAT. Hein. Donc voilà, là, j'en suis à peu près à 198. Hein. Alors évidemment, si j'allais sur l'autre nœud, j'aurais exactement... Enfin, je préfère quand même le montrer, mais j'aurais exactement le même résultat. Voilà, j'ai exactement le même résultat. Et j'ai quand même 198. Alors, ce n'est pas tout à fait des règles. Hein. Il y a des commentaires, des choses comme ça. Mais enfin, on va dire j'ai 198 alors que j'ai rien du tout sur mon cluster. Hein. Si je regarde mon cluster, vous voyez, j'ai juste, si je regarde sur tous les services, un moins A pour avoir tous les namespaces, vous voyez, j'ai que quelques services. Alors, ce que je peux faire, c'est monter un peu en charge, créer plein de services. Donc, j'ai créé un tout petit programme qui va juste créer 100 namespaces, et dans chaque namespace, je vais créer de nouveau un container et un service. Donc voilà, ça va assez vite. Hein. Donc là, c'est les envois de demandes qui sont faites. Et donc, au fur et à mesure, en fait, normalement, Kubernetes doit rajouter des règles IP tables. Donc, vous voyez, c'est en train de monter un petit à petit. Hein. J'en suis qu'à 25, un peu long. Alors, je vais vous montrer de l'autre côté ici. Hein. CTL get svc -a. J'ai mis ça dans des namespaces différents. Hein. Ah oui, je sais pourquoi. D'accord, ok, je sais pourquoi. Oui, ok, je comprends beaucoup mieux le problème. C'est parce qu'en fait, ce n'est plus un node port, effectivement. Je comprends pourquoi j'avais un problème tout à l'heure. C'est en fait un node port que je veux lancer. Hop, voilà, donc il faut faire une modification. C'est pas grave, peu importe. En fait, sinon, je vais créer 100 load balancer.
Et donc, j'ai probablement atteint des limites au niveau d'Azure, sans même parler de la partie facturation. Donc, vous voyez, là, les load balancers, ils étaient là, ils étaient pending, les adresses IP étaient pending. C'est pour ça que j'ai vu tout de suite. Voilà, donc là, ça va prendre un peu de temps, tout va se remettre en place, mais peu importe, on voit les clusters IP qui sont là, et donc les règles IP tables qui ont dû arriver. Et si je me mets là, voilà, 757. Je vais jusqu'au bout de la démo. Alors, est-ce que je n'aurais pas oublié de commenter une ligne dans l'YAML? C'est possible. Alors là, il est parti, mais il y a web démo. Ce que j'ai fait, c'est que... Ah oui, tout à fait. Merci. Excellente remarque, Nicolas. Décidément, c'est difficile. Hop, je vais recommencer. C'est assez marrant d'ailleurs qu'il n'est pas... Hop, je recommence. Allez, c'est parti. Bon, peu importe, vous avez compris. Ce qui compte, c'est que je vais me retrouver quand même avec un jeu de règles qui va, lorsque j'ai fait mes tests, qui dépassait les 1000, je crois, sur mes slides, on les voit. Vous voyez, j'étais à 1000% cluster IP. Donc c'est tout simple, c'est juste sans service interne avec à chaque fois un seul pod. Donc, vous voyez, j'arrivais en gros à 1329 règles. Et ça, bien sûr, qui c'est qui bosse pour mettre en place ces règles? C'est le Kube Proxy. Donc là, si je suis sur un des nœuds, vous allez le voir. Le proxy, le Kube Proxy, qui ne porte pas très bien son nom, en fait, qui est en fait un moteur pour lancer iptables, en fait. C'est lui qui travaille et qui demande à iptables de créer toutes les règles. Oui, bon, ça ne bouge pas trop, mais peu importe. Là, ça devrait arriver. Ouais, on est quasiment à la fin. Ça prend du temps, ça monte, en fait. Là, dans 762, tout à l'heure, j'étais à combien? Avec un peu de chance, ça va grossir. Attends, ça baisse. Attendons de voir exactement ce qui va se passer. Ah oui, non, il faut que je relance le... Je vais relancer. On va voir ce qui se passe. OK. Donc est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Donc, l'idée, c'est si je branche XDP et BPF, en fait, le CNI plugin en fait, va se mettre là, et donc je n'ai plus besoin des règles iptables. En gros, l'équivalent des règles iptables va être mis dans le petit programme BPF qui est ici. Et c'est ce que je vais vous montrer là. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, il y a plusieurs choses à faire. En gros, il faut activer le data plane BPF sur les nœuds. En fait, je l'ai déjà fait. Il faut désactiver Kube Proxy. Il faut dire que maintenant, c'est, alors là, dans mon cas, c'est Calico et BPF qui prend en charge cette modification. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Voilà. Alors, ici, j'ai un... Je vous donnerai évidemment les liens vers tous ces programmes, mais j'ai juste scripté de façon très très simple la bascule vers eBPF, qui est juste là, voilà, qui consiste en fait à envoyer de la config à l'opérateur Calico, qui s'appelle Tigera, à le relancer, à modifier des choses, et vous voyez en fait, cette ligne-là en fait, permet tout simplement de désactiver Kube Proxy, en fait de dire on démarque Kube Proxy seulement sur les nœuds sur lesquels il y a non-calico. Donc vous allez voir que Kube Proxy va partir. En fait, il existe sous la forme d'un daemon set. Donc il s'en va. Et puis là, on patch le data blade et on met BPF. Donc allons-y. Alors bien sûr, ça coupe les connexions, ce genre de choses. Voilà. Donc là, normalement, vous allez voir, alors les règles iptables, je lui ai demandé aussi de les nettoyer. Vous voyez, on arrivait à plus de 1000 règles iptables quand on commence à monter. Et là, j'ai encore... Ah vous voyez, le Kube Proxy a disparu. Et donc, déjà là, le daemon set, en fait, qui faisait tourner le Kube Proxy, a été coupé. Et normalement, les règles iptables, elles vont s'en aller avec un peu de chance. Elles sont encore là, mais elles vont partir. C'est clair, c'est ce qui est demandé dans mon script, en fait. Le script qui était ici. Qui était là. Bon, en fait, j'ai activé, vous voyez, proxy iptable cleanup. Donc, je vais retomber, en fait, sur une cinquantaine de règles iptables. Je vais en vérifier.
Je ne sais pas combien de temps ça prend. Ça prend un petit peu de temps à converger. Il faut attendre quelques minutes, c'est pas très grave. Et ce qui est intéressant, normalement, hein, c'est que mon premier... je suis bête, je le fais pas au bon endroit. Mon premier service qui est ici, hein, qui n'a pas bougé, qui est toujours un load balancer, hein, je crois que je l'ai quand même modifié. Si je fais un describe, je crois que maintenant j'ai même enlevé la partie SVC Echo Server. Je pense que j'ai même enlevé la partie locale affinité. Non, elle est toujours, mais je vais l'enlever. Donc je vais. Ah bah si, elle a été enlevée. Ah oui, mais cette fois-ci, d'accord, ok. En fait, j'aurais dû créer deux YAML différents, c'est pas grave. Ok, je fais ça, et puis même à la limite, je peux faire ça. Et là, à la fin, je mets cluster. Hop, et je l'applique. Voilà. Donc, là, je regarde les règles iptables. Est-ce qu'elles sont parties? Non, elles ne sont pas encore parties, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais ce qui est sûr, hein, c'est que normalement, j'ai recréé mon load balancer et il n'est plus avec l'affinité. Et je vais quand même avoir la préservation de l'adresse IP. Alors, vous voyez, il est là, hein, donc c'est toujours la même adresse IP. Alors, essayons de voir s'il fonctionne, s'il répond. Oui, voilà, il répond. Donc, vous voyez, hein, je n'ai plus l'affinité, si je vais regarder, et pourtant, j'ai l'adresse IP source. Alors, comment est-ce que ça marche? Bah, c'est parce que, en fait, la façon dont BPF a été réimplémenté permet justement de préserver cette adresse IP. Et donc, voyons comment est-ce que ça fonctionne en détail. Ah oui, alors je peux vous montrer c'est quand même très intéressant, hein, le contract, hein, c'est-à-dire qu'en fait, alors j'ai un tout petit script, hein, en fait, hein, je vous mettrai aussi en ligne, hein, qui permet juste de récupérer, en fait, de faire des commandes, vous voyez, kubectl exec dans le pod qui gère la partie Calico, hein, et vous voyez, en fait, je passe la commande contract dump, hein, ça doit être celle-là d'ailleurs, toute cette commande-là, et ça me permet de récupérer la table de connexion, hein, et donc là, si je le fais, donc je l'appelais contract, ce petit... Là, je vois qu'il n'y a personne pour le moment. Ah oui, d'accord, j'ai des nœuds, voilà. J'ai des nœuds qui sont montés puisque je suis en autoscale, vous voyez, c'est assez intéressant, hein. Azure a automatiquement rajouté des nœuds, donc c'est totalement dynamique. Et vous voyez que finalement, j'ai dû atterrir tout à l'heure, là, avec cette adresse IP-là, j'ai dû atterrir sur ce nœud-là. Donc, il y a un seul des nœuds. Alors, vous voyez la différence. Avant, toutes les règles iptables étaient répliquées partout. Là, ce mapping, il est juste créé sur les nœuds qui en ont besoin au moment présent. Et vous voyez, j'ai un contract assez classique, mais c'est un contract qui est géré par BPF et non pas, et par XDP, et non pas par iptables. Voilà, et donc vous voyez notamment celui-là, ça doit être probablement moi en fait, avec un peu de chance, hein. On voit que la connexion elle est established. Alors, si je le relançais, probablement ça a dû disparaître. Je ne sais pas. Non, elle est toujours established. Okay. Donc c'est une nouvelle façon quelque part de débugger les connexions qui sont établies. Alors là, ça se passe relativement bien. Parce que en fait, mon flux, il est directement arrivé sur le nœud qui hébergeait le pod. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on arrive sur un nœud qui n'héberge pas de pod? Il va bien falloir aller sur un nœud et repartir sur un autre nœud. Or, ce qu'on veut, voilà, je vais le remonter là. Ce qu'on veut, c'est conserver l'adresse IP. Donc, en fait, ce qui va se passer dans ce cas-là chez Calico, en fait, il va y avoir un tunneling qui... alors, est-ce que c'est ce qu'on voit ici? Non, on ne voit pas le tunneling à cet endroit-là. Non, là, on voit juste les flux. On voit juste un flux en fait, d'un pod vers un service, d'un nœud vers un autre nœud. Le tunneling, je vais vous le montrer juste après. Donc, le contenu des connexions. Bon, je vous ai parlé d'histoire de performance, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, quand est-ce qu'on doit utiliser, enfin, quand est-ce qu'il faut utiliser eBPF ou XDP?
Pour faire du filtrage layer 7 très compliqué, où on va insérer des cookies, où on va filtrer sur les URL, ce n'est pas une bonne idée parce que le programme eBPF doit être relativement simple. En gros, c'est je laisse passer ou je bloque, je change l'adresse IP. Donc, c'est un programme vraiment tout petit qui doit être très rapide et d'ailleurs qui doit prouver qu'il ne plante pas le kernel. Donc, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement simple. Donc, pour tout ce qui va être proxification, filtrage layer 7, ça va poser des problèmes. En fait, on va tout envoyer vers un proxy et puis c'est le proxy qui va travailler et on sait faire. Pareil pour le chiffrement et le déchiffrement. Souvent, en fait, quand on chiffre et quand on déchiffre, il y a des problèmes de contexte. Et ça va mal être traité. Il y a aussi du chaînage de blocs qui va poser problème. Donc, ça, ce n'est pas des bonnes idées. Par contre, quand est-ce qu'on peut utiliser eBPF ? On va l'utiliser pour examiner des paquets et les dropper très rapidement. Donc, typiquement, tout ce qui va être network policy. J'en parlerai plus dans l'épisode suivant. Pour faire du load balancing à la source. Donc, typiquement, tout ce qui est cluster IP. Là, en fait, directement, quand le pod va essayer de parler à un cluster IP, directement, on enlève l'adresse IP destination, qui est une VIP, et on met l'adresse IP du pod destination. Et donc, il n'y a plus de NAT, en fait. Il n'y a plus de NAT à l'aller-retour. Tout est... donc, c'est pour ça qu'on gagne aussi du temps. Et puis, l'observabilité également, puisqu'en fait, dans ce petit programme, on peut avoir des remontées de la télémétrie extrêmement détaillées qui remontent. Voilà, et ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est que donc si on arrive sur le mauvais nœud, en fait, il va falloir nous renvoyer sur l'autre. Alors, précédemment avec iptables, on avait des règles iptables avec de la NAT, et c'est pour ça qu'on perdait l'adresse IP source. Là, en fait, on va rentrer là, on va rentrer dans un tunnel VXLAN, qui va donc être fourni aussi par le CNI plugin. Ça, c'est le choix de Calico, par exemple. Et en fait, ils vont envoyer le paquet original sans altération, donc avec son adresse IP source, ils vont l'envoyer là. Et donc, j'ai probablement une capture d'écran, parce que ce n'est pas toujours facile dans les conditions du réel d'obtenir ce cas-là, mais là, vous voyez que ce flux-là, par exemple, vous voyez, donc qui est established. Ce qui est surtout intéressant, c'était... non, ça, c'est quand on est en direct, pardon, excusez-moi, je lise la légende. Ça, c'est quand on arrive de l'externe directement sur le bon nœud. On est established et vous voyez, on a toutes les adresses IP. Et on voit que le tunnel, il est à 0. C'est pour ça que je vois que le tunnel, il est à 0. Alors que quand on arrive sur un pod remote, donc en fait, on arrive sur un nœud, on est mis dans un tunnel pour être envoyé sur l'autre nœud, vous voyez la partie tunnel IP qui apparaît. Et donc, il y a bien un tunnel VXLAN qui est monté. Alors, un tunnel n'est pas monté à VXLAN, c'est du stateless, mais juste il y a une encapsulation plutôt que de faire du IP dans IP qui est moins performant que VXLAN. On utilise du VXLAN pour passer d'un nœud à un autre, avec potentiellement des problématiques de MTU. Voilà. On ne va pas aborder ici, mais vous voyez, il y a peut-être un peu de tuning à faire pour être sûr que la sous-couche supporte bien la taille des paquets qui va grossir en fait quand elle va passer d'un nœud à un autre. Et on a même, donc là on voit le flux VXLAN entre les nœuds de façon assez classique. Vous voyez que là je le calcule, je le capture directement avec TCP-DOM, ce que je ne pourrais pas faire si c'était directement traité au niveau de XDP, ce qui n'est pas le cas, puisque l'encapsulation est bien faite là au niveau du kernel. Et on a même une amélioration, c'est que finalement là, vu qu'on a tunnelisé le paquet, il arrive ici, en fait, pourquoi le renvoyer de nouveau là pour qu'il reparte ? C'est un peu dommage. On pourrait probablement faire une sorte de court-circuit, court-circuit, et un raccourci, et directement répondre au user. Donc pour faire ça, en fait, il faut qu'on réponde avec la même adresse IP, mais ça ne pose pas de problème. Et donc c'est ce que on propose souvent, la plupart des plugins CNI un petit peu sophistiqués proposent du DSR, Direct Server Return. Donc vous avez donc un flux qui rentre là et qui ressort ici. Vous voyez toutes les implications en termes de sécurité qu'il va y avoir derrière. Si vous mettez un firewall ici, ça ne va pas fonctionner. Donc il vous faut des outils de firewalling bien spécifiques et qui soient en gros embarqués directement dans le BPF lorsqu'on met ça en place. Il faut que le layer 2 soit aussi permissif, c'est-à-dire qu'il accepte qu'il y ait un nœud qui parle avec l'adresse MAC d'un autre nœud. Donc certains opérateurs de cloud le permettent, d'autres c'est plus compliqué. Bon, là là c'est vraiment une top. C'est pas nécessairement quelque chose qui est comment dire, préconisé de mettre en place le DSR. Alors, l'impact de eBPF, donc vous voyez qu'il ne faut pas nécessairement le mettre en place pour tout, puisqu'en fait, des proxys aujourd'hui sont hyper efficaces, mais dans certains cas, c'est intéressant. Mais il y a des outils qu'il faut, et donc par exemple, les outils les plus utilisés, c'est XDP Tools, et là, vous voyez, là, on voit par exemple
l'équivalent de TCP dump, mais qui se ferait au niveau du XDP. C'est assez compliqué, c'est pas disponible en package sur tous les OS. C'est disponible sur Red Hat, mais pas sur Ubuntu. J'ai testé, donc on est obligé de le compiler, c'est pas complètement évident. Donc voilà, une nouvelle gamme d'outils à utiliser, en plus, potentiellement, de TCP. Alors bien sûr, ça fournit l'output est au format TCP dump, au format libp4. Voilà, donc le but de cet épisode, c'était de mieux comprendre comment fonctionnaient les flux réseau à l'intérieur du cluster, avec les règles IP tables, avec le kubeproxy, avec BPF, le direct server return, voilà, tous ces sujets-là. Et donc, on est prêt, j'estime qu'on est prêt, pour, dans le prochain épisode, dans 15 jours, en fait, avec les network policy, véritablement filtrer les flux entre les namespaces, entre les pods, entre les services, l'extérieur, l'intérieur, enfin voilà, tout ce qu'on voudra faire avec des network policy. J'ai parlé en à peu près 1 heure, donc c'est pas trop mal. Je prévois que le prochain épisode aura lieu vendredi, donc dans 15 jours, à 10h et non pas à 11h comme aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des... Je remercie tous ceux qui m'ont aidé lors de la démo. Donc, bien sûr, je vous enverrai. Alors, la dernière fois, j'ai pris 5 jours pour le faire, mais là, cette fois-ci, je vais m'améliorer dans une boucle agile d'amélioration continue. Je vous enverrai sous 2 jours un lien avec les différents YAML qui étaient là, le lien vers la présentation et évidemment l'invitation pour le prochain séminaire prochain webinaire qui parlera des network policy. Pas de questions? Une fois. Ah, une question d'Alexandre. Non. Bon, écoutez, je pense que on a fait le tour. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, je vous souhaite un bon appétit et j'espère bien vous revoir dans 15 jours. Voilà. Et merci à vous tous. Au revoir et à bientôt. Bon week-end.